Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 7 novembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on parlera du conglomérat cambodgien Prince à Taïwan, accusé de gérer un vaste réseau d'arnaques en ligne et de travail forcé. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Daille dans l'émission RTI Explore avec une nouvelle série sur les divinités féminines et cette semaine une première émission sur la déesse Guan Yin. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique qui finit d'analyser l'héritage de Shinzo Abe et de son influence sur le nouveau gouvernement de Sanae Takaichi au Japon. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan publie ses contributions déterminées au niveau national à l'approche de la COP 30. Le président Lai Ching-te veut faire du secteur du tourisme à Taïwan une valeur aux 1000 milliards de dollars. Les députés du Parlement ont rejeté une nouvelle fois les nominations du gouvernement à la Commission nationale des communications. Taïwan acte un accord de coopération avec l'Eswatini en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce vendredi 7 novembre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Taïwan a publié ce vendredi ses contributions déterminées au niveau national à l'approche de la COP 30. Conformément à l'accord de Paris sur le climat et à la résolution de la COP 28, en effet, les membres signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent publier en cette année 2025 leur contribution déterminée au niveau national CDN 3.0 pour l'objectif 2035. C'est le ministère de l'Environnement qui a publié ce vendredi 7 novembre les CDN 3.0 de Taïwan, dont les calculs sont basés sur le niveau de 2005 pour définir des objectifs de réduction des émissions carboniques de 28% avec une marge de plus ou moins 2% d'ici 2030, puis de 38% plus ou moins 2% d'ici 2035. Le ministre Peng Ju-ming a indiqué que si ces deux objectifs étaient atteints, la réduction des émissions de carbone atteindrait alors respectivement 30 et 40%, soit des niveaux similaires à ceux de la Corée du Sud, qui se situent entre 32,5% et 43% environ. Peng Ju-ming a également annoncé que les émissions de gaz à effet de serre de Taïwan en 2025 ont accusé une baisse de 6,7% par rapport à 2005. C'est une nouvelle baisse depuis 3 années consécutives, indiquant que Taïwan est sur la bonne voie. Des représentants d'une centaine d'ONG de Taïwan prendront part aux activités organisées en dehors de la COP 30, accueillie au Brésil du 10 au 21 novembre. Taïwan n'étant pas reconnu par l'ONU, le pays ne peut toujours pas participer à cette convention majeure, mais cela ne signifie pas pour autant que Taïwan ne fait pas le nécessaire, comme le souligne le ministre de l'Environnement, Peng Ju-ming. Je suis l'unique ministre de l'Environnement au monde à ne pas être invité aux conférences des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP. C'est notre véritable regret. Néanmoins, Taïwan est exposé aux mêmes menaces liées aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les émissions totales de carbone de Taïwan s'élèvent à environ 0,5% des 200 millions de tonnes émises dans le monde. Taïwan est prête à agir côte à côte auprès de la communauté internationale dans la réduction des émissions carboniques. Le ministre Peng Ju-ming a aussi souligné que malgré l'absence de Taïwan, son ministère mettra en place un bureau ad hoc pour suivre de près le déroulement de la COP 2030. Le président Lai Ching-te veut faire du secteur du tourisme une valeur aux 1000 milliards de dollars taïwanais. À l'inauguration du Salon international du tourisme de Taipei 2025, le chef de l'État Lai Ching-te a souligné l'importance du secteur du tourisme comme vecteur économique de Taïwan, mais aussi et surtout comme tremplin vers les échanges internationaux. Nous l'écoutons.
Le ministère des Transports doit assister les entreprises à participer au salon touristique des autres pays, inviter les visiteurs étrangers à se rendre sur l'île et permettre à Taïwan de tisser des liens amicaux avec le monde grâce au tourisme. Peu importe que ce soit les ressortissants taïwanais qui voyagent à l'étranger ou les visiteurs internationaux qui viennent à Taïwan, tout est source d'opportunités pour renforcer les amitiés entre les peuples et les nations. Nous devons travailler dans cette direction, fonder la nation par le tourisme et se faire des amis grâce au tourisme. Cette année, 123 pays et villes participent au salon ITF Taipei 2025 du 7 au 10 novembre, organisé par le Bureau du tourisme du ministère des Transports. Lai Ching-te a souligné que Taïwan devait exploiter ses atouts naturels, gastronomiques et culturels pour développer une industrie touristique comme moteur important de l'économie nationale, fixant l'objectif d'atteindre le seuil de 1000 milliards de dollars taïwanais d'ici 2030, soit 28,85 milliards d'euros. Et ce, sur la base des 837 milliards de dollars taïwanais ou 24 milliards d'euros enregistrés l'année dernière. Le Parlement rejette encore les nominations à la Commission nationale des communications. Les députés du Parlement ont aujourd'hui majoritairement voté contre la liste des 4 personnes nommées par le gouvernement pour assurer le travail des commissaires à la Commission nationale des communications. Il faut rappeler que les députés d'opposition sont majoritaires dans l'hémicycle et ont donc rejeté cette liste qui avait été proposée en juillet dernier. 4 des 7 commissaires ont en effet vu leur mandat arriver à leur terme le 31 juillet 2024. Et la NCC, qui est une agence indépendante relevant du gouvernement, est chargée de régir le développement des industries des télécommunications et de la radiodiffusion, de réglementer les licences, les fréquences et le spectre radioélectrique, le contenu des programmes, les normes et spécifications des communications à Taïwan. Mais il faut remplacer les 4 commissaires en fin de mandat et le gouvernement, à ce titre, avait nommé Zheng Zhongxian, Cheng Mingxiu, Huang Weiwei et Luo Weiwen, tous des professeurs d'université en sciences technologiques, en droit, en radiotélédiffusion et en communication. Le secrétaire général de la NCC, Huang Weizhe, a indiqué que, faute de commissaires suffisants, la commission ne peut pas fonctionner normalement puisqu'elle ne peut, par exemple, pas organiser des réunions consultatives. Ainsi, ce sont 413 dossiers qui sont en attente d'examen, notamment ceux qui portent sur des révisions réglementaires, le renouvellement des licences de diffusion ou des modifications de plans d'exploitation de la télévision par câble et l'examen des contenus. Taïwan acte un accord de coopération avec l'Eswatini pour la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le but de renforcer la lutte transfrontalière contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que la prolifération des armes, le bureau d'enquête taïwanais et le centre d'intelligence financier d'Eswatini ont acté un accord de coopération en matière de partage de renseignements financiers relatifs au blanchiment d'argent, aux infractions préventives connexes, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes. L'accord a été signé le 6 novembre par Michael Chen, côté taïwanais, du bureau d'enquête, et par Maekile Gugu Matsebula, la directrice de l'EFIC. Lors de leurs discours respectifs, Michael Chen a mis l'accent sur les efforts continus de Taïwan dans le renforcement de la coopération internationale et les mécanismes d'échange de renseignements financiers, ainsi que dans la coopération transfrontalière en matière d'enquête, d'éducation et de formation. De son côté, la directrice Maekile Gugu Matsebula a indiqué que les crimes à haut risque liés au blanchiment d'argent comprennent le trafic de stupéfiants, la fraude, l'évasion fiscale ou encore la corruption. D'autant plus que ces dernières années, la criminalité liée aux actifs virtuels a également connu une forte augmentation. Ainsi, la signature de cet accord doit permettre aux 2 parties d'accélérer l'échange de renseignements financiers afin de lutter contre les différents crimes et mieux assurer la formation nécessaire. Cet accord avec l'Eswatini est le 63e acté par Taïwan avec un centre de renseignement financier étranger. Le syndicat de Taidoc Technology proteste contre le travail forcé des travailleurs migrants. Le syndicat de la grande entreprise d'équipements médicaux Taidoc Technology Corporation a protesté aujourd'hui devant le ministère du Travail contre le travail forcé de ses employés introduits d'Asie du Sud-Est. Les membres du syndicat accusent l'entreprise d'exiger des frais d'agence intermédiaires particulièrement élevés,
de restreindre la liberté individuelle des travailleurs et de réprimer les dirigeants du syndicat. Le secrétaire général du syndicat, Wang Yingda, a déclaré que les responsables de Taidog Technology exigeraient même des travailleurs migrants d'envoyer une photo d'eux tous les soirs entre 22h et 23h pour s'assurer qu'ils sont bien dans leur dortoir. Et il ajoute que les employés qui ne téléversent pas leurs photos dans les délais impartis se voient sujets à un avertissement. Et même une utilisation de rallonge électrique pourrait les exposer à un avertissement. À noter que chaque avertissement se traduit par des tâches de ménage après les heures de travail pendant 30 jours consécutifs, et ce sans rémunération d'heures supplémentaires. Lin, une membre du syndicat, accuse l'entreprise de faire rapatrier dans leur pays les employées féminines qui tombent enceintes. Elle a souligné que l'entreprise prélevait divers frais intermédiaires, 18 000 $ taïwanais, un peu plus de 500 € pour le renouvellement du contrat, 50 000 $ taïwanais ou 1 400 € pour un retour des Philippines et 18 000 $ taïwanais, donc encore 500 € de plus, en cas de transfert d'une autre entreprise vers Taidog. En cas de démission, l'employé doit aussi s'acquitter d'1 mois de salaire à titre de pénalité. Voici les réclamations de Lin. Tout ce système est conçu pour nous piéger dans un endettement inexorable, nous contraignant à obéir et nous empêcher de nous en sortir, malgré nos grandes souffrances. Après ces protestations, le ministère du Travail a réagi, en précisant que la chaîne d'approvisionnement internationale accordait une grande importance à la question du travail forcé, notamment par le principe de recrutement équitable des travailleurs migrants et paiement des frais de recrutement par l'employeur, qui s'inscrit dans une tendance internationale vers des politiques de non-frais nécessaires pour les travailleurs migrants. De plus, les employeurs ne doivent pas entraver la capacité des travailleurs migrants à se syndiquer, ni empêcher les syndicats d'exercer leurs droits. Si la commission d'arbitrage du ministère du Travail conclut que les conditions d'emploi constituent du travail abusif, l'employeur sera bien sûr tenu responsable. Le groupe parlementaire du Kuomintang abroge la limite de 2 ans de son chef de groupe. Le groupe parlementaire du Kuomintang a voté aujourd'hui pour abroger la clause qui limite à 1 an reconductible une fois le mandat de son chef de groupe parlementaire. Cela signifie que l'actuel chef de groupe, le député Fu Quanchi, dont le mandat se termine fin janvier 2026, pourra poursuivre cette fonction. Un député KMT a déclaré sous couvert d'anonymat que lors de l'Assemblée des députés du parti, une pétition signée par 38 des 52 députés a été présentée à l'improviste pour demander l'abrogation de cette limite de mandat. Une trentaine de députés du Kuomintang étaient alors présents. Bien que plusieurs d'entre eux aient exprimé leur divergence d'opinion sur cette question de suppression de limite de mandat, la majorité a finalement voté en faveur de cette mesure. Fu Quanchi, ancien chef de comté de Hualien et proche de l'ancien président du parti Eric Chu, avait été impliqué dans plusieurs dossiers de justice. Il a également fait l'objet, sans succès, de la grande campagne de destitution visant les députés d'opposition. Un mouvement des députés qui est surveillé par les Taïwanais, d'autant plus qu'avec l'arrivée à la tête du parti de la nouvelle présidente Cheng Li-wen, actée le 1er novembre, l'identité du futur chef de groupe parlementaire est donc très observée. Naufrage de 2 bateaux de pêche, 5 pêcheurs toujours portés disparus. 2 bateaux de pêche taïwanais ont coup sur coup subi un naufrage. Le Yushan 36, mercredi soir, suivi jeudi dans la même zone du nord de Taïwan du bateau Lifa 168. Depuis les 2 incidents, les gardes-côtes et l'unité du Taiwan's National Airborne Service Corporation sont mobilisés pour les opérations de sauvetage. Le Yushan 36, naufragé mercredi soir, comptait 9 membres d'équipage à son bord. 6 ont pu être secourus et dépêchés en soins hospitaliers. Le corps du capitaine Wang a été retrouvé et repêché le 6 novembre au soir, tandis que 2 pêcheurs indonésiens sont toujours portés disparus à ce jour. Hier, autre naufrage, le Lifa 168 à peu près dans la même zone, qui comptait lui à son bord 6 membres d'équipage, dont 3 ont été secourus par un bateau proche du lieu du drame, tandis que les 3 autres marins, dont le capitaine, sont toujours recherchés. Les équipes de secours ont élargi leurs recherches toute la journée afin d'exploiter au mieux les 72 heures d'or pour les opérations de secours. C'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 7 novembre, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet, au nom de toute l'équipe de rédaction du service français de RTI.
Bonne suite d'écoute en notre compagnie.